de l'utérus sur le comportement, etc. J'ai écouté ta réponse. Et ça répond à ta question? Tout à fait. Top. Ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai eu un impact sur la qualité de mon sommeil étonnante, Ah oui, incroyable. l'utérus, c'est vraiment un centre de vie qui est négligé et auquel on ne s'intéresse pas. C'est-à-dire qu'on va s'y intéresser généralement quand on veut avoir des enfants. Et c'est le seul moment où on nous en parler, nous expliquer comment il fonctionne, et encore pas toujours. Et on ne va pas nous donner d'informations sur cet utérus. Et pourtant, il a une importance capitale dans notre vie. Notamment au niveau du cycle aussi, qui a une part très très importante de mon enseignement. Je pense que 60% des femmes qui vont arriver chez moi, elles vont arriver avec une problématique de douleur très souvent liée au cycle, à l'utérus ou à d'autres problématiques corporelles, mais le cycle très souvent. Et donc, c'est des femmes qui n'ont pas reçu d'écoute. C'est des femmes pour qui on a banalisé la douleur. Et moi, je le dis haut et fort, il n'y a aucun moment où la douleur de l'utérus, elle est normale. On nous dit, ah, mais si, c'est comme ça, les lunes, enfin les règles, peu importe comment on les nomme, ça fait mal, ce sera chaque mois et c'est une fatalité. En fait, c'est totalement faux. Il est totalement possible de vivre son cycle sans douleur, de vivre son cycle de manière épanouie et d'en faire une force absolument incroyable, parce que vivre avec un cycle optimal, un cycle aligné, ça va totalement changer la vie. Et je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, parce que je me perds souvent dans mes explications. Mais oui, pour revenir à l'importance de l'utérus et du cycle à terme. Je ne sais pas qui a son micro allumé, mais il va falloir le couper, s'il vous plaît. Comme ça, j'ai pas de bruit parasite, parce que sachez que je me déconcentre très très vite, que je m'emballe aussi beaucoup dans mes explications et que parfois je m'éloigne totalement de la question. Alors je fais ça tout le temps en formation, mes élèves elles adorent ça, mais alors je compte sur elles pour me redire, ah mais Cindy, en fait de base tu parlais de ça. Je suis absolument passionnée par le corps des femmes, par ce qui se passe dans notre corps, et donc je passe ma vie à étudier ça et j'adore en parler. Mais, pardon, je peux juste compléter. Comment tu expliques qu'après avoir juste écouté l'audio sur le lien avec l'utérus, je ne sais pas comment tu l'appelais, la reliance, je crois, La reliance. comment ça peut avoir un impact aussi fort sur la qualité de sommeil? Eh ben, Je suis étonnée de ça. c'est le lien avec le système nerveux. En fait, nos organes de la yoni sont profondément en lien avec notre système nerveux. Ah, Ils vont être en lien avec le système nerveux dans tout ce qui va être survie. C'est-à-dire que le système nerveux, il se pose une seule question, est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je suis pas en sécurité? S'il ne se sent pas en sécurité, il prépare des stratégies de survie. Donc, soit je frise, soit je combats, soit je me barre en courant. Ce sont des stratégies, les trois mobilisent notre bassin. C'est-à-dire que si je veux me battre, j'ai intérêt à être bien campé sur mes pieds pour faire face à l'ennemi. Si je veux me barrer en courant, ben mon bassin il va avoir une importance capitale. Et si je vais friser, c'est aussi dans le bassin que le mouvement part. L'utérus étant relié et étant innervé avec le système nerveux, avec le bassin, avec le périnée, il est très très fort lié à cette survie et à l'apaisement du système nerveux. Une fois que je viens agir sur lui, en tant qu'organe symbolique et en tant qu'organe physique dans l'anatomie, ça veut dire qu'une fois que quelque chose bouge dans le corps, tout ce qui est autour va bouger aussi et va permettre un apaisement en fait corporel qui est très très important. Ce qui veut dire qu'après, mais le corps peut vivre en fait un apaisement dont il n'a pas l'habitude et on va pouvoir mieux dormir. Ça va varier en fonction des femmes. Il y a des femmes qui, après un travail, vont constater un changement dans leur cycle, vont constater un changement au niveau de leur sexualité, au niveau de leur sommeil, de ce qu'elles mangent, parce que vraiment, notre yoni dans son entièreté va impacter notre vie en entier, beaucoup plus que ce qu'on croit. Merci. Avec plaisir. Et j'en reviens justement à cette question qui m'a été posée sur les cycles, les ressentis et donc l'écoute de l'utérus. C'est une excellente question et c'était absolument pas bête. Bien sûr que les cycles influencent la perception de l'utérus. D'ailleurs, vous ne le sentez pas de la même manière à n'importe quel moment de votre cycle.
Et certaines phases vont rendre plus accessibles certaines mémoires. D'autres phases, par contre, vont protéger, vont voiler, vont ralentir. Et il y a des choses qu'on va ressentir et qui peuvent évoluer en fonction du cycle. Il n'y a pas une bonne période universelle, ce serait trop facile. Je vous dirais à cette période de votre cycle, les filles, c'est le bon moment. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, tout à fait. Mais on va constater quand même que la phase prémenstruelle et menstruelle, on va être sur une écoute plus profonde parce que ça va avec l'énergie de ces phases-là. Quand on est en enchanteresse ou en sorcière, on est dans cette phase de repli vers soi-même. Et donc, je vais être plus à l'écoute, je vais être dans le ralentissement. Après, ma jeune fille va reprendre, je vais me retourner vers le monde extérieur, je vais marcher vers la face de la mer, vers l'ovulation, et je vais être un peu moins disponible pour moi-même. Et c'est OK, nous sommes des femmes cycliques, on n'est pas pareil à chaque moment de notre cycle, et donc bien évidemment, la perception de l'utérus, elle change. L'important pour moi, c'est pas vraiment en fait le quand on va écouter, c'est pas vraiment quand je vais me mettre à l'écoute de l'utérus, c'est plutôt en fait je vais accueillir ce qui vient, je vais accueillir ce qui vient sans forcer et je vais venir faire avec. On nous a tellement appris en tant que femmes à fonctionner contre notre corps, c'est-à-dire à fonctionner quand il a mal, à fonctionner quand il est fatigué, à fonctionner quand on saigne, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est vraiment pas le moment d'être dans l'action, que petit à petit on perd le langage avec lui, on perd les messages qu'il nous envoie parce qu'on nous dit depuis qu'on est petite de ne pas l'écouter. Quand on fait ce retour en arrière, il y a beaucoup de messages au début, mais vraiment on récupère une qualité de vie qui est très 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 différente. On a listé avec Gaëlle et Mathilde ce qui était revenu plusieurs fois sur le groupe. On a parlé notamment, et c'est des questions qui sont abordées en formation et que j'aborde beaucoup avec mes clientes aussi, c'est une sensation de vide, de grotte, et puis aussi le lien avec l'hystérectomie. On me pose souvent la question, mais Cindy, est-ce qu'une femme qui a subi une hystérectomie peut faire des pratiques de l'utérus, pas le rencontrer, est-ce que c'est pareil? Et oui, bien sûr, parce qu'on ne retire que l'organe physique, l'organe énergétique, il reste pareil. Et justement, moi, je préconise un accompagnement des hystérectomies énergétiques, symboliques, rituelles, et de garder en fait ce contact. C'est exactement pareil que quelqu'un à qui on coupe la jambe, par exemple, va garder ce qu'on appelle un membre fantôme et parfois encore des sensations. Et donc l'utérus, c'est pareil, et il va continuer énergétiquement à fonctionner. Et donc dans toutes les pratiques, il est encore là. On m'a parlé de douleur aussi après la reliance. Ça arrive fréquemment. En fait, quand on ramène la conscience dans un espace qui était un peu inhabité, là où on avait coupé, le corps va parler. Donc, si ça se trouve, il y a des messages qui sont là depuis des années et c'est simplement que ma conscience n'était pas dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a créé une douleur, ça veut dire qu'il y a une douleur qui aujourd'hui peut être écoutée. Donc, il n'y a pas d'erreur là-dedans, mais il y a un vrai signal. Donc, toujours lenteur, douceur, pas de forcing. Je me mets à l'écoute et en fait, je vais chercher ce que cette douleur a à me dire. Chaque douleur du corps, elle a un message. C'est ce qu'on fait en décodage symbolique. On va décoder le message qui est derrière la douleur. Notre corps, il travaille jamais contre nous. Il nous fait jamais mal intentionnellement. Ça veut dire que s'il y a une douleur, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et c'est ce que je vous disais par rapport au cycle. Moi, ça me rend absolument dingue que des femmes souffrent pendant leur cycle et qu'on n'écoute absolument pas. On peut trouver plein de douleurs dans le décodage des douleurs du cycle. Il y a des douleurs de loyauté, par exemple. Ça veut dire que si ma grand-mère, ma mère, ma tante et toutes leurs cousines, elles souffraient pendant leur lune, puisque je fais partie de la famille, et c'est un besoin archaïque de l'être humain d'être accepté dans le clan, je vais souffrir parce que c'est écrit dans la malloyauté familiale que dans ma famille, les femmes souffrent de leur lune. C'est comme ça qu'on voit que dans le transgé, par exemple, il y a vraiment des pathologies
qui reviennent d'un étage à l'autre dans l'ordre généalogique parce que tout simplement, ce sont des douleurs de loyauté. Et une fois qu'on va les comprendre, on peut venir faire la lumière dessus, elles peuvent disparaître. Il y a énormément de douleurs qui vont être causées par un mauvais fonctionnement hormonal. Alors, essayez une fois de demander une prise de sang hormonale à votre médecin. Très souvent, ils freinent des cas de fer, ils ne veulent pas vous les donner. Or, c'est une information qui est capitale. On va vous les faire quand vous approchez de la ménopause, parce que alors là, ça devient très, très important de vous donner un diagnostic de ménopause. Mais avant ça, dans votre vie de femme, on vous parle très peu de vos hormones. Et pourtant, elles peuvent se dérégler pour plein de raisons, surtout dans les environnements dans lesquels on est aujourd'hui. Parce que tout ce qui va être perturbateur endocrinien, etc., va impacter directement les hormones féminines. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des femmes qui ont des douleurs parce que le monde qui les entoure crée une perturbation de leurs hormones, sauf qu'on leur dit, on ne va rien faire pour vous. Voilà, on va vous laisser comme ça, vous allez souffrir, prenez un petit dafalgan et ça passera. Et en fait, c'est pas normal. Chaque douleur, vraiment, retenez-le, chaque douleur, elle a un message, elle a quelque chose à dire. Et quand l'accompagnante, elle peut venir comprendre, aider à mettre les mots et donner aux femmes vraiment, ben voilà, en fait, le message, c'est ça, et qu'on travaille dessus, j'ai vu le cas des dizaines de fois, les douleurs disparaissent. Et croyez-moi bien, j'ai eu des femmes dans mon cabinet qui étaient au bord du suicide, tellement les douleurs étaient importantes chez elles, tellement c'était invivable. En fait, j'ai traité beaucoup de cas d'endométriose aussi, par exemple. J'ai des femmes qui arrivaient chez moi avec des douleurs absolument atroces et pas de solution. Euh, donc, il y a vraiment un taf de dingue à faire sur cette douleur qu'on impose aux femmes et qui n'est pas normale. Et donc, oui, après une reliance, il peut y avoir une douleur. Ce qui va être essentiel, c'est d'aller décoder le message de cette douleur. Qu'est-ce que vous m'avez dit d'autre? Les questions d'expansion. Et tu les as mis où? C'est dans le groupe expansion. Ah, mais j'ai pas accès. Attends, je vais les écrire. Gaëlle me transmet les questions en même temps. Je vais terminer avec les questions que vous aviez postées avant et comme ça, après, je passerai aux autres. S'endormir, donc, ou se déconnecter après ou même pendant une méditation, c'est hyper fréquent. Ça peut être soit un réflexe de protection du système nerveux, c'est-à-dire que le corps il va dire OK, je me repose pendant que ça travaille. Et ça peut être aussi un apaisement qui est provoqué justement par cette détente en fait. Quand je viens voilà, me poser, respirer, la respiration c'est le lien avec le système nerveux. Quand je viens apaiser cette respiration, je vais trouver une paix dans le corps que peut-être il ne connaît pas à un autre moment et ça fait et je me laisse aller, je me pose et c'est OK. Il n'y a aucun problème avec ça. Et on peut la refaire après, de toute façon, vous avez les audios, donc vous inquiétez vraiment pas. Et alors, la dernière question qu'on avait relevée, vous nous aviez demandé si c'était possible d'être concerné par les 4 portes. Alors oui, c'est possible parce que les portes ne sont pas des cases fermées, ce sont vraiment des dynamiques qui sont vivantes. Et on va passer par plusieurs portes, parfois en même temps, parfois à des moments différents de la vie, c'est OK aussi. La seule chose que moi je dis, c'est que quand on est concerné par plusieurs portes, ben, on va commencer par la première. Pour moi, il y a eu une grande vague de guérison de l'utérus, de nettoyage des utérus. On l'a vu un peu partout sur les réseaux, on a proposé partout des rituels de nettoyage. Et pour moi, un rituel de nettoyage sur un utérus, par exemple, qui n'est pas habité, ça n'a aucun sens. Je vais d'abord commencer par venir habiter mon utérus, par descendre en moi, et puis après, je viendrai nettoyer. La grande problématique qui se passe, c'est que souvent on va aller trop vite, et donc on ne prend pas le temps de faire les choses correctement, et on va créer d'autres problématiques derrière. Et donc oui, c'est possible de se sentir concerné, et alors je vous conseille vraiment de commencer par habiter, par vous relier à votre utérus. Il y a plein de manières vraiment super simples euh, pour ça. Alors, je prends les questions. Est-ce qu'on peut aider les femmes qui souffrent de syndrome d'ovaires polykystiques? Oui, bien évidemment. Alors, avec le syndrome des ovaires polykystiques, on va énormément décoder. C'est une maladie qui a plein de choses à dire. Donc, moi, je bosse aussi en accompagnement avec mes élèves sur le décodage des maladies. Alors, je ne fais pas le décodage des maladies dans le corps entier. C'est vraiment sur le décodage des maladies de la yoni.
parce que j'ai trouvé que ça manquait. Quand j'étais me former en décodage des maladies, on traitait beaucoup les cancers, les trucs, les machins, et puis on passait très vite sur les maladies de la Ioni. Et c'est des infos que j'ai dû aller rechercher et que maintenant que je transmets à mes élèves parce que c'est hyper intéressant. Les maladies de l'utérus sont très souvent de l'utérus, enfin des ovaires, du vagin, du périnée. C'est des maladies qui sont très symboliques et qui ont des messages et des choses à nous apprendre. On va aller trouver leurs sources dans l'histoire de la femme, voire dans le transgénérationnel, et on va pouvoir écouter les symptômes, comprendre pourquoi ils sont là et pouvoir appliquer un traitement. On va travailler beaucoup hormonalement aussi, notamment avec le Ionistim pour le syndrome des ovaires polykystiques, avec lequel j'ai d'excellents résultats. Donc le Ionistim, c'est les bains de vapeur de la Ioni. On va utiliser les plantes en vaporisation. Donc on va chercher cette médecine-là et elles agissent directement sur les hormones et c'est assez sympa. Alors, après la méditation, on peut avoir des réactions type insomnie, nausée, diarrhée, bien sûr. On est de nouveau exactement sur la même chose. C'est sur ce fonctionnement global du corps. Et c'est pour ça que je fais de l'holistique, parce qu'on ne peut pas isoler des morceaux de notre corps. Tout circule dans notre corps, tout se touche. Et donc, bien évidemment, et c'est de la même manière que à certains moments de votre cycle, vous allez avoir plus fréquemment des nausées ou des diarrhées parce que votre système digestif, pardon, il est relié à votre yoni. Ils sont vraiment très, très proches et donc ils vont s'impacter les uns les autres. Alors, est-ce que c'est normal d'avoir mal à l'utérus depuis quelques jours, alors que ça n'arrive jamais, sauf parfois au premier jour des règles? Bien sûr, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure aussi. Quand j'ouvre un espace d'écoute et de conscience, ben, en fait, mon corps, il va me balancer tout ce qu'il a à me dire peut-être depuis très très longtemps. C'est comme si d'un coup, vous aviez plus de connexion sur votre GSM et bam, le Wi-Fi revient et vous allez avoir plein de messages qui arrivent d'un coup. Eh ben, la connexion au corps, elle fonctionne exactement de la même manière. Une fois que vous réenclenchez le Wi-Fi du corps, si vous voulez, eh ben, il va en profiter, il va vous balancer tous ces messages. Parfois, on a cette impression, quand on commence un travail comme ça, d'avoir une régression. C'est-à-dire, ben, j'avais pas cette douleur-là, en fait, ça me fait chier parce que maintenant, elle est là. Et c'est parfaitement normal et je la comprends. Seulement, cette douleur, encore une fois, il faut la voir comme un message et pas comme une punition ou pas quelque chose de négatif et se dire, OK, pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle vient me dire et qu'est-ce qu'elle a à m'apporter. C'est supprimé au fur et à mesure que tu dis. Ah d'accord, c'est pour ça que je ne les voyais plus. Oui. Durant les périodes de ménopause, quel impact? Je ne comprends pas tout à fait la question. Quoi? Bah, les kiwis, ça se balance pas comme ça, c'est hyper fragile. Parle. Ok, c'est pas grave. Pas de souci. Attention. Je vais juste Non, on passe pas. Mais je n'ai pas écrasé, j'ai même pas touché. Il faudrait couper le micro. Voilà, c'est coupé. Ah merci Yann. Du coup, la question sur la ménopause, je ne sais pas qui c'était, il faudrait la reposer plus précisément, parce que je ne sais pas quel impact sur quoi, donc je ne sais pas y répondre. Sans utérus depuis 6 mois, mon bassin se libère et j'ai l'impression d'être plus à l'écoute de sa loge énergétique. Comment agir? Moi, ce que je conseille vraiment après une hystérectomie, c'est la première chose, c'est de ritualiser. Dans l'accompagnement des femmes, le rite de passage, il va avoir une importance capitale. On a vraiment été dépossédés de nos rites, c'est-à-dire qu'on ne célèbre plus les premières lunes, on ne célèbre plus la femme qui devient mère de la même façon, on ne célèbre plus la ménopause. Or, dans chacun de ces passages, en fait, il y a des clés initiatiques qui se trouvent et l'hystérectomie, elle peut être assimilée à un passage de cette manière-là. Donc, la première chose, pour moi, c'est vraiment de ritualiser, alors de la manière qui est juste pour vous. On peut lui écrire, on peut faire une cérémonie où on va dire au revoir, on va le remercier et on va venir évidemment réhabiter autrement ce corps, remettre de la présence. Et donc ça, c'est tout simplement avec des pratiques de connexion, de reliance au jour le jour pour aller chercher le lien et recréer vraiment cette présence dans le bassin, mais toujours avec douceur et positivité.
Alors, l'utérus a-t-il plus de capacité de rétention ou de libération ou inversement pendant la période de périménopause? Alors, il y a un truc qui est quand même formidable et que moi je trouve absolument incroyable, c'est la ménopause. Et donc la périménopause aussi. Alors, je sais que c'est pas le discours qu'on tient généralement. Moi, j'ai une grande passion pour la ménopause parce qu'à la ménopause, on devient des femmes dorées. On devient des femmes sages. Et c'est là que ça rejoint ce que je vous disais sur les rites de passage, c'est que vraiment, s'il y a une étape de notre vie qui devrait être célébrée, c'est celle-là. Tant que mon utérus va produire un ovule chaque mois, en fait, il fonctionne toujours avec une idée de donner vie à l'humanité. Donc, il y a toujours une part de service à l'humanité et il y a une part de mon énergie qui part là-dedans tous les mois. Il faut quand même bien s'en rendre compte, tant qu'on a nos lunes, tous les mois, il y a vraiment une part de notre énergie qui est mise au service d'eux. Une fois que mon utérus il commence à ralentir, cette énergie, elle va se retourner, se remettre tout doucement à mon service, jusqu'à arriver au moment de la ménopause où en fait je récupère tout mon potentiel énergétique à mon service. C'est d'ailleurs ça qui faisait très très peur, c'est d'ailleurs ça que au temps des sorcières, ce sont surtout des vieilles femmes qui ont été brûlées, parce que cette étape de la femme dorée, elle fait peur. Une femme qui n'a plus ses lunes, qui ne peut plus être contrôlée, dont souvent les enfants sont grands, qui a toute son énergie pour elle, mais en fait, énergétiquement, elle fait très très peur. Donc, bien sûr, il y a des variations dans la rétention, dans la libération. En fait, mon utérus, il va tout doucement, en périménopause, se mettre à l'arrêt. Et c'est une période où j'apprends à gérer cette énergie. Les bouffées de chaleur, par exemple, symboliquement, c'est cette énergie, en fait, que la femme a mis au service du monde pendant des années. Et puis tout à coup, elle se retrouve avec cette énergie qui est là. Et l'utérus a plus spécialement de libération. On a plus cet effet de libération qui part avec le sang. Et donc, cette énergie qui reste là, elle ne sait pas quoi en faire. Parce qu'on lui a pas dit que c'était une chose merveilleuse, on lui a pas dit que c'était absolument incroyable et que cette énergie allait être pour elle et qu'elle allait pouvoir l'utiliser pour sa vie, etc. On lui a rien expliqué. On lui a juste dit, voilà, madame, vous êtes ménopausée. Et donc, elle a avec cette énergie, elle a des bouffées de chaleur parce que c'est comme ça que son corps le manifeste. C'est tout à fait évitable et c'est tout à fait, en fait, intéressant de venir apprendre comment ça fonctionne et donc de célébrer. Mais donc, bien sûr, pour répondre à la question, en période de périménopause, la libération, la rétention, elle va venir changer un petit peu. Alors, on va voir qu'on peut mettre en place des rituels de libération. Même en période de ménopause, on garde un flux énergétique qui n'est pas constant, donc on reste cyclique, on ne devient jamais linéaire, même en ménopause, mais par contre, cette énergie, elle est pour nous. Et donc, ça va être à nous consciemment aussi de la libérer, parce que l'utérus ne joue plus ce rôle à ce moment-là. Comment ressentir son utérus quand il y a toujours des douleurs depuis les premières menstruations et avec des fibromes qui majorent les sensations de lourdeur dans tout le bas-ventre? Oui, je comprends parfaitement. C'est une problématique que je rencontre très souvent. Effectivement, quand un organe me fait mal, ben, en fait, j'ai pas envie d'y descendre. J'ai pas envie de venir ressentir parce que il y a déjà de la douleur et j'ai pas envie de la ressentir encore plus. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est que on va d'abord venir décoder le fibrome. Qu'est-ce que le fibrome a à me dire? Pourquoi il crée une douleur? Pourquoi il est présent? Dans le fibrome, c'est vraiment quelque chose qui est venu se figer, qui va souvent être lié à une expérience dans la vie de la femme. Et puis ensuite, on va décoder la douleur. Encore une fois, une douleur depuis le premier jour des menstruations, ça n'a absolument rien de normal. Alors ça devrait être pris en charge par les gynécologues. On devrait pouvoir aller chez le gynéco et dire, voilà, en fait, j'ai mal. Et qu'on regarde pourquoi, qu'est-ce qui se passe. S'il y a douleur, il y a dysfonctionnement. C'est absolument pas vrai qu'un utérus fait mal tout le temps, que c'est comme ça. Donc, c'est à les décoder. Encore une fois, c'est du décodage de la douleur. Alors, on peut agir, bien évidemment, sur la douleur. Pour le fibrome, comme pour les douleurs de menstruation, encore une fois, le Ionistim, c'est un des outils que je vais utiliser le plus souvent, qui est extrêmement efficace. J'ai des très, très bons résultats. Ensuite, on va utiliser les onctions sacrées, donc on va faire intervenir les huiles essentielles, on va travailler sur les massages du ventre, etc., pour vraiment prendre cette douleur en charge.
Alors, en tant qu'accompagnante, ce qui est hyper important dans ma pratique, c'est vraiment d'accueillir la douleur des femmes. Chaque femme qui vient chez moi avec une douleur, on va l'écouter, on va la prendre en compte. Pour moi, il ne peut pas y avoir un monde où on n'écoute pas la douleur des femmes. Il y a bien, bien trop de femmes qui souffrent en silence et c'est vraiment pas OK. Et c'est vraiment une partie de ma mission, c'est d'écouter ces douleurs. Et il y a, croyez-moi, des outils qui peuvent aider. Moi, j'ai traité des patientes qui venaient avec des douleurs d'endo, elles avaient des douleurs d'endométriose vraiment depuis des années. On n'avait jamais réussi à les aider. Et en quelques mois, on a pu bosser sur ces douleurs, on a pu les faire vraiment diminuer. Donc, je vous assure, c'est possible. Et il faut que le plus de monde possible puisse offrir ces soins aux femmes. Est-ce que dans la formation, on apprend à décoder? Oui, bien sûr, c'est un des gros modules, c'est une des grosses parties de la formation, mais c'est ce que je viens de dire, vraiment, la douleur, pour moi, c'est inadmissible que les femmes, on est en 2026, qu'on continue de souffrir, que ce ne soit pas pris en charge, donc on apprend à décoder. On apprend à décoder les maladies. La seule exception que je fais, c'est qu'on fait les seins aussi. Donc, on décode le cancer du sein aussi et on va travailler. Sinon, chez moi, c'est principalement sur la yoni. Donc, yoni et sein, on apprend à décoder les maladies et à décoder les douleurs. Alors, le message d'un utérus rétroversé, en fait, il va varier en fonction de l'histoire personnelle. Alors, il a sûrement un message à donner, mais ça, en fait, sans consultation personnelle, je peux pas donner plus d'informations, mais sache que c'est pas une fatalité, que c'est même souvent très, très intéressant symboliquement, cet utérus rétroversé. Alors, comment accueillir et comprendre les fibromes utérins, comment soulager les douleurs et trouver le message? Ça, c'est vraiment en séance individuelle. C'est une séance complète où on va venir se mettre à l'écoute et on va explorer. Alors, en fonction de l'origine qu'on va trouver, si par exemple c'est une origine transgénérationnelle, on va refaire ce qu'on appelle un arbre gynécologique. C'est-à-dire qu'on refait un arbre généalogique, mais seulement avec les femmes délignées. On va chercher les maladies qui se répètent, on va aller chercher tous les événements qui touchent en fait la yoni, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les fausses couches, on va aller chercher les femmes mortes en couche, on va aller chercher les cancers de l'utérus, on va aller chercher tout ça, on va le replacer, on va aller faire des liens. Sinon, en décodage, on va aller voir quand est-ce que ça se manifeste, comment, quand est-ce que ça a manifesté la première fois, et on va partir des symboliques de chaque maladie et des organes pour aller chercher le plus finement possible. Alors, concrètement, comment ça se passe en séance, c'est que je vais poser des questions à la femme qui est en face de moi, et c'est en fonction de ses réponses qu'on va avancer dans le décodage. Je ne fais jamais de décodage sur une maladie sans avoir la personne en face de moi et sans avoir son histoire. Parce que bien sûr, il y a une grande symbolique par maladie, mais il y a vraiment des précisions. Un fibrome chez l'une ne va pas être le même message qu'un fibrome chez l'autre, et donc on ne peut pas décoder la maladie en tant que telle. C'est vraiment, je décode la maladie chez cette femme précisément là, à ce moment-là de sa vie, et avec quelle manifestation de symptômes et de douleurs. Quelle posture l'accompagnante doit avoir envers elle pour poser le cadre avec sa cliente? Je ne comprends pas tout à fait la question du envers elle. Alors, pour moi, je vais vous parler de la posture de l'accompagnante. Et puis, on verra si c'était ça ou s'il faudra d'autres précisions. Chez moi, quand j'ouvre un espace pour une femme, je vais le faire de la même manière que j'ouvre un cercle. Donc, il y a beaucoup de sacré dans ma pratique. Et quand j'ouvre un espace pour une femme, je suis vraiment dans un cocon avec elle. Je vais ouvrir un moment qui n'existe que pour elle, où je suis pleinement disponible pour elle. On va poser un cadre qui est précis. Donc moi, je demande à mes clientes vraiment de prendre la responsabilité de ce qui leur arrive. Moi, je ne guéris personne.
Je peux informer, je peux guider, je peux donner des pistes de solutions, mais la guérison est toujours dans les mains de la femme. Et ça va être très, très important dans ma pratique. C'est que moi, ce que je vis, c'est l'autonomisation des femmes. J'ai pas besoin que les femmes deviennent dépendantes et qu'elles aient besoin de revenir chez moi tous les mois. Au contraire. Donc, je vais beaucoup, beaucoup outiller. C'est-à-dire que, par exemple, les méditations que vous avez écoutées, très souvent, je vais les donner à mes clientes. On va en bosser une ensemble et je vais dire, tiens, je t'envoie l'audio, tu bosses encore ça chez toi. Elles repartent avec des outils concrets. Moi, je les outille avec des choses qu'elles peuvent mettre en place dans leur vie. Je suis très, très au clair sur la rapidité de la vie des femmes, sur tout ce qu'elles ont déjà à faire. Et donc, il ne faut pas que l'accompagnement devienne un poids en plus qui leur prend du temps. Je vise des pratiques simples, faciles à mettre en place et à intégrer dans leur vie. Et je vais les informer. Je donne plein, plein, plein de connaissances aux femmes. Je vais leur dire, voilà, ton corps, il fonctionne comme ça, tes hormones, elles fonctionnent comme ça. C'est ça qui se passe, c'est là qu'on travaille. Donc vraiment, c'est un partenariat où je vais l'outiller le plus possible pour qu'un jour, elle n'ait plus besoin de moi. Et alors là, on est vraiment sur quelque chose qui est formidable. Pour les soins individuels, je peux les faire en distanciel, dépendamment évidemment de ce qui est à travailler. Je ne sais pas faire de ionistim à distanciel, par exemple. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Il me manque un maillon. Comment de la sensation telle que la douleur dans le bas-ventre, je peux comprendre ce que mon corps a à me dire. C'est tout le taf du décodage. Et ça, c'est tout le taf de l'accompagnante, c'est d'aller faire parler cette douleur. Et donc, on va le faire en se mettant à l'écoute, en regardant à quel endroit, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé la première fois, est-ce que c'est fréquent, est-ce que c'est quand il se passe quelque chose. Et donc, c'est un travail qui est hyper intéressant. C'est un vrai travail d'explorateur où on va poser des questions, on va rencontrer le corps, on va ouvrir des espaces. Il y a des réponses qui viennent à mes clientes aussi après quand elles dorment ou dans des rêves parce que vraiment, on ouvre en fait le champ de la conscience. Et c'est un truc un peu, j'ai envie de dire magique, mais qui est très, très corporel en fait qui se passe. C'est que dès que je me mets dans l'écoute de ce corps, il va me parler. Il va me parler, il est là pour ça. Et dès que je viens en fait réconcilier avec ce corps féminin, que j'en refais un ami, au lieu d'en faire un lieu de douleur, toute la relation et toute la dynamique, elle change. Et donc, on va amener de la compréhension. Quand j'amène de la conscience, j'amène de la compréhension. Et le message, il va toujours apparaître. L'huile essentielle de Néroli, oui, elle peut agir sur les mémoires de l'utérus. Alors moi, je suis toujours très très prudente avec les huiles essentielles parce que ça reste vraiment des processus alchimiques. J'ai énormément de respect pour ça. Et une même femme, enfin deux femmes différentes ne vont pas réagir de la même façon à la même huile essentielle. Donc c'est toujours vraiment, encore une fois, en fonction de la femme qu'on a en face de nous. Et c'est là que je vous dis qu'en général, j'aime pas les protocoles tout faits. Parce que ce qui marche pour moi va pas spécifiquement marcher pour la voisine. Et donc, dans mon accompagnement, on est toujours sur de l'individuel et on va affiner le plus possible pour donner ce qui colle exactement. En formation, on voit également le fonctionnement des huiles essentielles et quelles huiles essentielles utiliser à quel moment. Mais l'huile essentielle de Néroli, bien diluée, peut être très efficace. Alors, j'irai pas jusqu'à dire sur les mémoires, parce qu'on ne va pas se mentir, je ne vais pas aller guérir une mémoire utérine avec une huile essentielle. Ça, c'est clair et net. On est quand même sur quand on est sur du travail de mémoire, on est sur du travail qui est quand même beaucoup plus profond. On va devoir allier et l'inconscient et le physique. Donc, on va travailler à ce qu'on appelle des rituels de psychomagie pour permettre à l'inconscient d'enregistrer l'information. Et on va travailler sur le corporel pour que le corps puisse enregistrer l'information. La grosse problématique, c'est que très souvent, on fait l'un ou l'autre. Soit on trouve les psychogénéalogistes qui vont travailler sur l'inconscient avec la psychomagie, et puis on trouve ceux qui font la lecture somatique à côté, qui vont travailler sur le corps. Moi, j'ai vraiment voulu allier les deux, parce que je pense que les deux doivent être faits pour guérir cette mémoire correctement. Donc ça, c'était mon avis pour l'huile essentielle.
La symbolique du décodage pour le cancer du sein, on va être en fait sur le don. Donc le sein, c'est vraiment la manière dont je vais donner au monde et dont le monde va me nourrir. On est sur des problématiques d'amour de l'autre, d'amour de soi, puisqu'on est sur le chakra du cœur et donc on va creuser de ce côté-là pour vous donner vraiment la symbolique qui est très très générale pour le cancer du sein. Après, fonction de sein droit, sein gauche, à quel endroit ça s'est mis sur le sein, on va vraiment avoir des variations et quelque chose de plus précis. Alors, la ménopause provoque de nombreuses douleurs autres que les bouffées de chaleur, c'est vrai. Moi, j'ai plutôt de la sécheresse vaginale, des douleurs osseuses. Y a-t-il des solutions de massage pour aider ces zones douloureuses? Oui, bien sûr. Le massage va être intéressant. Ramener la conscience. Donc la sécheresse vaginale, elle vient très souvent avec la ménopause. C'est pas du tout une fatalité. On va constater l'atrophie des parois du vagin aussi à ce moment-là. Et donc finalement une sexualité qui va changer, qui va être moins agréable. On va travailler. Alors moi, j'enseigne à mes clientes des massages de la yoni. Donc je leur enseigne comment se masser elle-même, comment aller chercher. Donc il faut savoir quand même que la yoni, le vagin et le périnée vont agir en réflexo, exactement par exemple comme on fait de la réflexologie plantaire. C'est-à-dire qu'il y a des zones, il y a des points où on peut aller appuyer pour détendre, pour stimuler. Donc ça, moi, je l'apprends à mes clientes. Donc le massage, ça va être un des outils principaux. Le Yoni Steam est hyper efficace. Je sais que je reviens beaucoup avec, mais pour moi, c'est vraiment un outil qui est incroyable et qui peut... on devrait toutes, pour moi, toutes les femmes devraient avoir un Yoni Steam à la maison et être autonomes dans l'utilisation de ce Yoni Steam, tellement c'est un outil qui peut répondre à tellement de pathologies, à tellement de douleurs. Mais dans la ménopause, pour la sécheresse, c'est vraiment quelque chose que je préconise aussi. Et le travail avec l'œuf de Yoni est assez impressionnant à ce niveau-là. Dans tout ce qui va être les problématiques vaginales, l'œuf de Yoni va apporter une solution qui est douce, qui est non invasive, si bien utilisée et qui est extrêmement précise. Le Yoni Steam, c'est des bains de vapeur de la Yoni, donc il s'agit de faire chauffer de l'eau. Alors, je recommande vraiment pour moi les appareils qui sont, je sais en plastique, qui sont électroniques, qu'on branche sur une prise, mais qui vont donner la bonne température de l'eau, permettre de ne jamais se brûler, pouvoir régler la température, et c'est assez important. Je ne suis pas du tout pour les petits bancs en bois, même si je sais, c'est plus nature, c'est plus joli, je le sais, moi aussi je le trouve, mais vous n'avez pas de contrôle sur la température de l'eau et on parle quand même de vapeur qui peut brûler et je pense que ce brûler la Yoni ne doit vraiment pas être agréable. Donc le Yoni Steam, c'est un appareil. Gaël, si tu ne veux pas le prendre, le mien il est juste là, je vais vous le montrer juste après, dans la petite boîte blanche. C'est un appareil qui va permettre donc de faire chauffer de l'eau et qui va rencontrer plusieurs éléments. On travaille avec les plantes, on travaille avec la vapeur, donc avec l'air et l'eau mélangée. Voilà, il est là. Il est là. Ça, c'est Yoni Steam que moi j'utilise. Et donc, je mets le fil. Vous avez ceci à l'intérieur. Je mets les plantes et l'eau dedans. Évidemment, les plantes sont choisies en fonction de ce qu'on vient traiter. J'utilise pas n'importe quelle plante, n'importe comment. On apprend aussi quelle plante on utilise pour quelle pathologie, pour quel moment, etc. Et tout simplement, je vais venir le mettre en route. Donc moi, j'ai des petits boutons ici. C'est ça que je vous disais qui est vraiment important. C'est que je peux régler l'intensité. Donc on va pouvoir régler la chaleur. Il y a vraiment des femmes avec qui on va être sur des chaleurs douces. Il y a des pathologies où on ne va pas pouvoir aller chercher une chaleur trop forte. Et avec ça, je suis sécure et je vais pouvoir gérer. Et donc, simplement, la vapeur, elle va sortir par ici. Elle sort par les petits cœurs aussi un petit peu. Et la femme va venir s'asseoir dessus. Alors, il y a tout un rituel qui accompagne ce moment. Et on va l'utiliser, l'Yoni Steam, pour des guérisons physiques. Donc, tout ce qui va être sécheresse vaginale, douleur à la pénétration, douleur de lune aussi. Et puis, il y a une guérison qui se fait, qui est énergétique, qui est hormonale. Et tout ce qui va être rituel de guérison de l'utérus, on va aussi utiliser l'Yoni Steam.
Peux-tu parler de la formation? Est-ce que je peux parler de la formation, notamment d'organisation? La formation, donc, elle est entièrement en distanciel. Alors, sachez que j'ai hésité très très longtemps à la donner en distanciel parce que j'aime profondément le contact. J'aime faire des câlins à mes élèves, j'aime les voir, j'aime le cercle et j'ai énormément de femmes qui me l'ont demandé. Des femmes en fait qui vivent loin, qui sont au Canada, qui sont en Suisse, qui sont en France, qui m'ont dit mais en fait on veut apprendre tout ça et ça n'existe pas chez nous et on a besoin de ça. Et donc je me suis dit ok on va la faire en distanciel mais je la veux en distanciel comme si elle était en présentiel. Ça veut dire que je veux qu'on crée un cercle ensemble, qu'on vive cette formation ensemble pendant 1 an. Donc, niveau organisation, c'est pas du tout une formation où vous êtes seul devant un écran. Ça veut dire aussi que c'est quand même une formation qui va demander un engagement en termes de temps. Donc, elle s'organise, il y a 2 lives par mois. Il y a un premier live de transmission, c'est-à-dire vraiment, je vais transmettre comme si vous étiez avec moi. Il y a chaque fois un module dans lequel j'essaye de rester plus ou moins et de ne pas m'emballer surtout, comme je peux. Et je vais vous apprendre en fait tout ce que je sais. Sachez que chez moi, il y a 0 rétention d'informations. Je vous donne tous mes outils, je vous donne tout ce que je sais. Je vous parle des cas pratiques, je vous parle de mes clients, je vous explique comment faire. Et je vous partage en fait non seulement la théorie, mais je vous partage aussi l'expérience que moi j'ai tirée de cette théorie et des rencontres avec mes clientes. Ensuite, on a un live d'intégration parce que pour moi, vraiment, la théorie seule ne sert à rien. On a besoin de faire descendre l'information dans le corps, on a besoin de pouvoir intégrer. Donc, il y a un live qui va être centré sur les pratiques et sur la posture et sur comment donner une séance. Donc, vraiment sur, en tant qu'accompagnante, comment j'aborde ça en séance, qu'est-ce que je fais en fait, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'incarne comme posture. Donc, ça, c'est 2 lives par mois. Et à chaque fois, c'est un toutes les 2 semaines. C'est le mercredi. Le live de transmission est de 13h à 16h. Et le live d'intégration est de 19h à 21h. Entre ces lives, vous aurez des contenus théoriques dans des vidéos courtes. Donc, c'est le même genre de vidéo que vous avez ici dans la formation. Seulement, le rythme est beaucoup moins soutenu. Vous avez 1 à 2 vidéos par semaine avec les pratiques correspondantes, avec les méditations correspondantes et avec des petits exercices qu'on vous donne sur le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, pour moi, il a une importance capitale. Ici, dans cette petite formation, ce n'était pas représentatif parce que on était beaucoup. Il y avait beaucoup de questions sur la technique, sur les connexions, sur les liens, etc. Dans le groupe de formation, on est beaucoup moins, mais on est toujours présente. C'est-à-dire que Mathilde Egal, elle bosse avec moi aussi en formation parce que je veux jamais qu'une femme se retrouve seule avec une question. Je veux jamais que vous vous sentiez seule devant un écran. Je veux qu'on soit là tout le temps et qu'il y ait un relais. Ça veut dire que même si moi, je suis pas disponible à ce moment-là, elles vous répondent, elles vous accueillent, elles vont animer les groupes. Donc, elles vont vous donner des défis, des clés d'intégration et elles vont vraiment accompagner. Donc ça, c'est un peu pour le fonctionnement global de la formation. J'espère que ça répond à la question. Il y a beaucoup de questions, je dois remonter. Oui, il y a beaucoup de questions. Comment trouver ce dont ont souffert nos mères, grand-mères? Alors, soit en posant des questions, c'est vraiment hyper intéressant d'aller interroger quand on a encore de la famille, c'est intéressant. Et puis même quand on ne l'a plus, on va pouvoir aller interroger l'état civil. Ne serait-ce que les naissances, on apprend plein de choses. Alors, j'ai des clientes qui ont été découvrir des choses dans leur art absolument incroyables. Et on va pouvoir venir chercher de l'info comme ça. Et puis, on peut aussi aller aborder l'inconscient et aller chercher de l'info à ce niveau-là. Alors, je remonte. Pour décoder une douleur ou maladie, devons-nous chercher au comprendre la cause? Je ne parlerai pas en termes de cause, je parlerai peut-être en termes d'événements, en termes de ce qui entoure la maladie, de ce qui entoure la douleur. Et parfois, on ne comprendra jamais la cause. Parfois, on n'aura pas l'origine de cette douleur. Par contre, on peut comprendre ce qu'elle vient me dire dans ma vie aujourd'hui. On va venir chercher ce qu'elle impacte
ce qu'elle vient aussi me donner comme bénéfice, parce que parfois on a des maladies, on a des douleurs qui nous donnent des bénéfices. Et donc, qu'est-ce qu'elle me dit aujourd'hui dans ma vie? Et si j'ai pas la cause, en fait, c'est pas grave. Moi, je suis pas une chercheuse de cause absolument. Moi, je suis une chercheuse de pouvoir soulager les femmes, en fait, et de leur permettre de vivre leur vie de femme de manière totalement différente. En gros, la formation est complète et apprend tout ce que tu fais toi en séance. Oui, c'est ça. Oui, il y a des lives, donc je l'ai dit, j'ai dit le temps. Le contenu, il est dispo à vie, ou jusqu'à ce que je fasse faillite, mais je ne me l'espère pas et on n'est pas en voie pour ça. Mais oui, oui, le contenu est dispo à vie. Vous le gardez, bien entendu. On vous transmet les audios. Alors ici, ça a été un petit peu le bazar, je sais, sur le groupe pour que chacune puisse enregistrer. En formation, quand elles sont en présentiel, elles repartent avec une clé USB, avec tous les audios à la fin de l'année. Alors, dépendamment où vous êtes dans le monde, on pourra vous les envoyer. Et puis sinon, on partage tout en ligne pour que vous ayez tout. Il y a énormément de contenu audio, de pratiques, de méditation, de danse aussi pour pouvoir voilà, venir chercher le plus de choses possible. Moi aussi, j'aime accompagner les femmes, mais je trouve que je manque de structure et d'outils pour soutenir le processus. Ben oui, c'est exactement ça. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a tellement morcelé la femme en se disant, ah, ben on va traiter tel aspect, et puis en fait, on ne fait que ça, sans se rendre compte que tout communique. Et la femme, pour moi, elle ne peut être accompagnée que en holistique. Parce que tout est lié chez la femme, tout est là. Et justement, moi, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu mettre de la structure, j'ai voulu proposer quelque chose aux femmes, en fait, parce que je pense que les femmes méritent tout et je voulais leur proposer un accompagnement qui soit à la hauteur de ce qu'elles sont, qui soit structuré avec des outils extrêmement concrets. Alors très souvent, on pense que je suis quelqu'un de très très perché et pas du tout. Moi, je suis à fond dans le corps, dans ce que le corps dit, dans ce que le corps va manifester et dans la prise en charge en fait de ce corps-là. Comment aider son utérus à évacuer ce qu'il porte sans l'avoir écouté pendant de trop longues années? Eh bien, en fait, je pense que c'est pas aussi compliqué que ce qu'on peut le penser. L'utérus, c'est pas un organe très rancunier. Que du contraire, en général, quand on va venir le rencontrer, le voir, même si ça fait très très longtemps, il va plutôt nous accueillir à bras ouverts. Alors, je vous cache pas que parfois, en début de libération, en début de lien avec l'utérus, il y a plein de choses. Alors, pour les clientes, ça semble, oh, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le rôle de l'accompagnante, c'est aussi, justement, pouvoir remettre une structure, de donner les bonnes clés, d'aider à lire ce qui est là et donc de réassurer. Mais vraiment, c'est pas quelque chose qui est impossible. C'est pas un travail de titan et souvent quand on va débloquer quelque chose, ben en fait le reste fait un petit peu boule de neige et il y a des choses qui vont se débloquer toutes seules par après. Si tu as pointé l'histoire de tes douleurs, comment les soulager, ben ça va dépendre de la douleur, de l'emplacement, du moment auquel elle se présente. Donc sans plus de détails, je sais pas aider. Certaines de tes élèves pratiquent-elles du côté de Lyon? Pas pour le moment. Alors, ben, on espère qu'il y aura une Lyonnaise dans le groupe cette année hein, et qu'elle pourra t'accueillir de ce côté-là. C'est le but aussi hein, d'internationaliser ça et puis qu'il y ait des accompagnantes du féminin partout dans le monde. La symbolique de l'ovaire droit. Alors, la symbolique de l'ovaire ou des douleurs à l'ovaire droit, dans les ovaires, on est vraiment dans le feu créateur. Alors, la question des ovaires, elle est assez intéressante parce que très, très souvent, on met la création uniquement dans l'utérus. Or, la création, en fait, elle est dans les ovaires. L'étincelle de vie, elle se place dans les ovaires. Et j'ai souvent vu qu'on accompagnait les femmes pour des problèmes créatifs au niveau de leur utérus, etc. Et pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est dans l'ovaire qu'on va chercher ça. Et c'est là qu'on va réactiver le potentiel créateur.
Le chakra pour les seins, qu'en est-il pour l'utérus? Eh bien, l'utérus, on est dans le sacré. Alors attention qu'on est dans le sacré avec un fort lien aux racines, puisque l'utérus est directement relié évidemment au vagin, au périnée, et que notre chakra racine se trouve au centre du périnée. Donc tout ça communique, et donc racines sacrées vont vraiment être en communication à ce niveau-là. La formation est-elle certifiante? Oui, tu reçois une certification d'accompagnante holistique du féminin. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le Ionistim sans avoir de formation, être autonome? Alors, ça, pour moi, c'est deux choses qui sont différentes. Alors, sans avoir de formation, pour moi, non. Par contre, en étant accompagnée et devenir autonome, oui. C'est-à-dire que moi, j'accompagne mes clientes, je leur explique le fonctionnement et je vais, par exemple, leur donner le mélange de plantes et je vais leur expliquer quand faire le Ionistim. Parce que le Ionistim, c'est pas n'importe quand, c'est pas n'importe comment. Il y a des moments où c'est pas indiqué, il y a des choses à respecter, c'est pas n'importe quelle plante non plus. Moi, je dis toujours, on ne joue pas l'apprentie sorcière avec le Ionistim parce que c'est une pratique qui est hyper puissante dans un sens comme dans l'autre. Donc, on peut totalement être autonome et moi, je vise vraiment ça, de rendre mes clientes autonomes. Par contre, je ne conseillerais jamais à une femme de commencer à essayer un Ionistim toute seule chez elle. Tout simplement aussi parce qu'on touche vraiment aux mémoires utérines avec le Ionistim. Et très souvent, mes clientes, le premier, elles le font toujours avec moi. Parce que je veux être là pour accompagner ce premier Ionistim, pour être là aussi pour accueillir ce qui va en découler, qui peut potentiellement être assez puissant. Et l'Ionistim, on en trouve un peu partout sur le net pour celles qui veulent se le procurer. Comment on apprend à l'utiliser en se formant? Alors, c'est des formations bien spécifiques. Moi, je l'apprends dans ma formation puisque c'est un des outils principaux qu'on va utiliser, mais il existe sûrement un tas de formations pour l'apprendre. Alors, personnellement, et c'est vraiment un choix qui m'appartient, je n'ai pas voulu créer de formation qui soit uniquement centrée sur le Ionistim, tout simplement parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt si on n'a pas fait tout le travail qui est fait avant. Donc, avec mes élèves, on va vraiment partir de l'anatomie, on travaille l'énergétique, on va travailler les plantes, et puis on va simplement travailler l'outil Ionistim. Le Ionistim en tant qu'outil, si j'ai pas de connaissances en énergétique, en anatomie, sur les plantes, et qu'en fait je vais l'utiliser comme un vulgaire outil sans rituel, moi, c'est pas ce en quoi je crois personnellement, mais encore une fois, ça m'appartient. Les jours et heures des lives, donc c'est le mercredi, c'est un mercredi sur deux. Il y a un live qui est de 13h à 16h et le live du mercredi suivant, c'est de 19h à 21h. Non, j'ai pas de nouvelles cohortes dans l'année parce que mes cohortes me prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps que je me consacre énormément à mes élèves, et donc 2 cohortes en même temps, c'est pas possible, sachant que j'ai déjà une cohorte en présentiel. Mais elle reviendra en janvier prochain. Non, mon calme, la question c'est: ton calme a-t-il un lien avec ta relation avec ton utérus, ou es-tu calme de nature? Alors, je suis probablement calme de nature, mais je ne l'ai pas toujours été. Donc, il y a des moments dans ma vie où j'ai pas été aussi reliée à qui je suis et aussi assise, en fait, dans ma souveraineté et dans ce que j'incarne. Et oui, bien évidemment, le travail que j'ai fait avec mon utérus, il a été absolument déterminant, comme tout le travail que j'ai fait avec le corps féminin. Sachez que moi, je n'enseigne rien que je n'ai pas testé avant. Donc il y a eu un travail évidemment qui a été énorme sur moi-même, sur mon utérus, et qui me permet aujourd'hui d'être profondément en sécurité, en fait, dans qui je suis, dans mon bassin, dans mon corps, et qui va impacter ma position quand je transmets aussi. Alors, la création étant plutôt en lien avec les ovaires, comment la périménopause agit-elle? Autrement dit, la modification ou la fin des cycles libère-t-elle davantage la créativité? Alors,
la fin des cycles va libérer la créativité d'une façon qui est assez incroyable. Dans cette idée que je vous disais tout à l'heure, c'est que une fois que la femme arrive à ce moment-là, elle a intégré son cycle, c'est-à-dire qu'elle a vécu entre 400 et 500 cycles dans sa vie. C'est une tendance qui va plutôt à la baisse, le nombre de cycles qu'on a dans une vie, qui lui ont permis d'intégrer, d'apprendre de son cycle. Et il y a un moment, en fait, où on n'a plus besoin que les hormones viennent nous rappeler aussi tous les mois. On n'a plus besoin qu'elles viennent nous enseigner. On est comme arrivé à un moment où on a appris, on a compris. Et donc, dans la périménopause, il peut y avoir cette explosion de la créativité parce que mon énergie créative, comme je vous le disais, il y a une partie vraiment qui part dans la création de cet ovule, finalement, dans la mise au monde potentielle d'une vie. Sauf qu'à la périménopause, en fait, ça disparaît. Et puis à la ménopause, ça disparaît totalement. Ça veut dire que toute mon énergie créative, elle est là, elle est pour moi, et je vais pouvoir la mettre en œuvre. Donc oui, il y a un changement, et pour moi, c'est plutôt un changement qui est extrêmement positif. Alors, sachez que il y a, je pense, j'ai plus les chiffres en tête, c'est entre 60 et 70% de femmes qui ont des symptômes de ménopause et à qui on prescrit des antidépresseurs. C'est une réalité dans notre monde d'aujourd'hui parce que les symptômes vont se ressembler. C'est-à-dire qu'en ménopause, en début de ménopause, les femmes présentent des symptômes qui sont similaires à la dépression, mais tellement parce qu'on ne prend pas en compte ce qu'elles disent, tellement parce qu'on ne leur offre pas les outils. La ménopause, pour moi, c'est un des espaces qui est le plus incroyable à accompagner parce que c'est vecteur d'un changement absolument incroyable chez les femmes quand elles viennent comprendre le fonctionnement de la ménopause et en fait quand on change la croyance. Parce qu'on associe la ménopause, la périménopause aussi à la perte de quelque chose, presque à un côté où la femme disparaît. En fait, c'est pas ça du tout. Ça, c'est ce que la société nous a fait croire. La ménopause, c'est le moment où je vais devenir le plus femme de ma vie, où j'ai intégré les enseignements et où je suis le plus libre. Et c'est là que on parle de femme dorée, c'est cette femme en fait qui va rayonner comme jamais. Alors, la pratique du Ionistim semble inévitable dans ton enseignement et ton accompagnement, tu confirmes? Non, je confirme pas, parce qu'il y a des femmes qui ne souhaitent pas utiliser l'Ionistim, tout simplement, et il n'y a aucun problème, il n'y a jamais rien qui est obligatoire. On va utiliser alors d'autres pratiques. Moi, je suis claire avec le fait des effets que ça peut avoir vraiment bénéfiques, mais je suis claire aussi avec le fait que chaque femme est libre de son corps et pour différentes raisons, les femmes peuvent refuser l'ionistim et c'est vraiment OK. Il y a toujours d'autres solutions. C'est la même chose pour l'œuf de yoni. Il n'y a jamais rien d'obligatoire. La seule chose que je vais demander par contre à mes élèves, c'est que j'ai des élèves qui parfois n'ont pas envie de pratiquer le ionistim ou l'œuf de yoni, mais alors je leur demande de ne pas le proposer à leurs clientes, tout simplement. Et généralement, elles sont vraiment OK avec ça. Si ça ne résonne pas avec elles, avec qui elles sont, ça ne fait pas sens de le proposer non plus. Et il n'y a pas de souci avec ça, mais évidemment, chacune reste libre à tout moment. La formation commence quand? Elle commence mercredi prochain. Donc vraiment à la fermeture de cette petite formation, on embarque toutes celles qui veulent avec nous pour la suite de l'année, toutes celles qui veulent rester, celles qui sont déjà inscrites depuis plusieurs semaines, mois aussi. La formation est accessible à partir de 210 € par mois pendant 12 mois. Il y a aussi un paiement en 18 mois qui est possible avec certaines conditions. Donc voilà, n'hésitez pas. En préménopause, les capacités énergétiques progressent. Est-ce que c'est juste? Oui, en fait, c'est juste. On va venir redévelopper ou redécouvrir des capacités énergétiques. Et on en vient toujours en fait à cette énergie stagnante qui est là, qui n'est plus utilisée et qui va être mise au service de la femme tout simplement et de son développement énergétique. Donc oui, c'est vrai. Tu parles des troubles hormonaux dans la formation, oui. Est-ce qu'il y a un lien avec les douleurs pathologies? Oui, bien évidemment. Et un état inflammatoire, oui. Alors l'état inflammatoire, il est quand même assez intéressant.
moi, j'interroge beaucoup les moyens de contraception, dans ce que ça a créé d'inflammation justement dans le corps des femmes, dans des moyens de contraception qu'on nous a dit parfaitement, enfin, qui n'allaient rien causer comme dégâts, et puis qui finalement causent pas mal de terrain inflammatoire. On se retrouve à l'heure actuelle sur des maladies inflammatoires dans la yoni qui sont quand même généralisées. De plus en plus de cas de femmes, notamment d'endométriose, qui est typiquement une maladie inflammatoire. Et je suis très embêtée par le fait qu'on n'interroge pas dans le secteur médical cet état inflammatoire du ventre des femmes, ce qui peut le causer. Donc bien sûr, on va le traiter. Alors on va le traiter de manière holistique. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas séparer. Donc on va voir aussi l'alimentation, on va voir le sommeil, on va voir les hormones, parce que c'est un tout. Les hormones, on verra qu'elles sont impactées vraiment par plein de choses dans ma vie. Puisque les hormones, ce sont ces petites messagères, en fait, qui passent d'un organe à un autre pour transmettre des messages. Et donc, elles vont être impactées par ce que je mange, par ce que je bois, par la manière dont je respire, la manière dont je me déplace, etc. Je ne sais pas si la question a été posée. Où peut-on trouver la liste des praticiennes formées? Il suffit de me la demander. Alors, en fonction de votre localisation, je vous indique la praticienne qui est la plus proche de chez vous. Ah, l'œuf de yoni. Alors, l'œuf de yoni, c'est une de mes grandes passions. J'ai beaucoup de passions, vous le verrez, en lien avec le corps féminin. L'œuf de yoni, c'est une de mes grandes passions. C'est un outil qui a été très mal utilisé selon moi. C'est-à-dire qu'on l'a beaucoup vu sur les réseaux. On nous a dit, ah voilà les filles, un œuf de yoni, utilisez-le, vous allez voir, ça va être formidable, c'est génial, mais on ne nous a pas appris à l'utiliser. Et il a été un peu dépossédé de son utilisation de base. Les actions, elles vont être multiples. Elles vont se situer principalement dans le vagin, évidemment, dans tout ce qui va être tension, tout ce qui va être blocage sexuel, dans la guérison, dans la libération de la voix aussi, puisque notre vagin est lié à notre voix, faut pas l'oublier. Et il y a énormément d'intérêts, bien évidemment, qui vont être multiples et variés. Donc pour l'expliquer simplement, l'œuf de yoni, c'est un œuf en pierre qui va s'insérer dans le vagin et qui va venir appuyer sur certaines zones réflexologiques. Il va nous apprendre aussi la connaissance de nous-mêmes, puisque le vagin a différentes zones qu'on ne connaît pas généralement. Il y a différentes zones que l'œuf va pouvoir rencontrer. Donc, on va apprendre à faire monter l'œuf, à le faire descendre, à connaître son vagin de l'intérieur. La grande différence dans ma pratique, c'est que je mets beaucoup de temps avant qu'il y ait une insertion de l'œuf. Donc, moi, je propose des pratiques où on a 28 jours de pratique avec l'œuf de yoni avant que la cliente ne pense à l'insérer. Et il y a un grand respect. Pour moi, l'œuf de yoni doit venir avec l'apprentissage du corps. Donc, on n'est pas que sur du mécanique, c'est aussi un outil de connaissance de soi. Donc, si j'ai pas appris comment fonctionne mon périnée, à écouter mon corps, est-ce que mon corps est prêt à s'ouvrir ou pas, est-ce que mon périnée est prêt à accueillir l'œuf, si je viens l'insérer là-dessus, en fait, j'abuse de moi-même et je viens répéter des blessures. Donc voilà, l'œuf de yoni, c'est aussi voilà, une grande partie de mon enseignement parce qu'on prend le temps. C'est pas du tout un objet mécanique, c'est un objet rituel. Oh. J'ai acheté il y a quelques années des œufs d'Ioni faits de différentes pierres, mais je ne sais pas m'en servir. Peux-tu nous donner quelques exemples d'utilisation de telle ou telle pierre? Alors, encore une fois, c'est mon avis, hein, les filles. La seule pierre que je recommande pour les premières utilisations, c'est l'œuf de jade, parce que c'est le plus neutre. Et que la simple pratique de l'insertion de l'œuf va déjà venir chercher la mémoire cellulaire, va déjà venir chercher plein de choses dans le vagin de la femme, que pour rajouter une énergie en plus. Le quartz rose, par exemple, vient chercher les blessures d'amour. Amour de soi, amour de l'autre. La métisse va venir chercher la purification, l'élévation. Et pour moi, c'est des pierres qui sont déjà un petit peu trop fortes pour commencer. Alors bien sûr, on peut les utiliser après, on peut spécialiser, on peut aller chercher des choses.
Mais en première intention, moi je suis très souvent sur l'œuf de jade. Et alors l'œuf en obsidienne, je vous le déconseille vraiment sans accompagnement parce que c'est un œuf extrêmement puissant qui va vous faire regarder vraiment vos parts d'ombre en face. Pour moi, c'est l'œuf le plus puissant et quand on arrive à la pratique avec en obsidienne, on arrive quand même vraiment à des choses qui sont assez intéressantes, mais pas en première intention. Merci. Les bâtons d'Ioni, alors moi je les aime pas trop. Voilà, mais encore une fois, c'est très personnel. Il y a déjà cette forme très phallique et dans les zones de contact, en fait, avec la yoni, ça va pas du tout venir chercher la même chose et en fait, je vois pas tellement leur intérêt. Sur l'œuf de yoni, on est vraiment sur une libération de la mémoire cellulaire. Donc, c'est-à-dire que on va venir par la pression libérer la mémoire cellulaire et la rencontrer. Le bâton d'Ioni n'a pas ce contact qui est très précis et qui va venir appuyer exactement au bon endroit. On est plutôt sur un contact qui est plus généralisé sur le vagin, qui va plus faire penser à un pénis. Et pour moi, il n'y a pas trop d'utilité en termes de guérison du féminin. Voilà. Et voilà, je pense que je suis arrivée tout doucement au bout de vos questions. Il y en a encore une. Non, elle m'a dit qu'il y en a encore une. Je vais la prendre. Et je pense qu'il y avait quelqu'un. Ah, que penses-tu des sex toys? Là, j'ai la question en direct. Alors, c'est très intéressant. Ça peut être intéressant. Alors, je suis pas contre les sex toys. Ce qui me dérange, c'est la stimulation, parfois trop forte que ça procure. C'est-à-dire qu'on va tomber sur des orgasmes mécaniques et que ça ne nous apprend pas du tout à connaître notre corps. Une femme qui va venir chez moi et qui souffre d'anorgasmie, donc qui n'arrive pas à avoir des orgasmes, je vais pas spécialement, même pas du tout en fait, l'orienter vers un sextoy. On va d'abord aller chercher ce qui cause ça. Je vous le dis parce qu'il y a des thérapeutes qui orientent vers des sextoys, qui disent à des femmes, écoute, t'arrives pas à avoir d'orgasme, essaye un sextoy. Et je trouve ça aberrant en fait parce que c'est un vrai manque de connaissance du corps féminin. On va aller voir ce qui se passe. Pourquoi elle n'arrive pas à avoir d'orgasme? Est-ce qu'il y a quelque chose de physique? Est-ce qu'il y a ses croyances qui rentrent en jeu? Qu'est-ce qu'elle pense de son corps? Quelle est l'idée qu'elle se fait du plaisir? Et donc, on va vraiment aller chercher la réponse. Pour moi, ça sert à rien d'aller provoquer un orgasme mécanique. Ça ne va rien réparer et ça va surtout pas aider. Il y a une forme de désensibilisation aussi qui se fait avec les sextoys où on arrive à des femmes qui, à un moment, ne peuvent plus jouir autrement qu'avec un sextoys. Donc je ne suis pas contre dans la multiplicité des pratiques. Je ne dis pas qu'on ne peut jamais utiliser un sextoys pour se faire plaisir, c'est pas ça. Tant que je suis capable de me faire jouir moi-même, de jouir avec un partenaire, de garder la sensibilité de ma yoni, etc. Oui, c'est un super outil, c'est quelque chose en plus, mais c'est pas une pratique fondatrice. Une référence pour l'utilisation des œufs d'Ioni, j'ai pas compris. Ah, je me demandais si c'était Je où se les pardon. procurer. Ah, où c'est procuré, je suis extrêmement difficile pour les œufs d'Ioni parce que comme c'est des œufs qu'on met dans son vagin, donc j'aime pas les œufs. Déjà, je suis très difficile pour le savoir en lithothérapie. Et donc pour les œufs d'Ioni encore plus parce que vu que je vais l'insérer, je veux quelque chose qui soit quand même très très safe. Alors je peux pas le dire ici, mais il y a vraiment des marques d'œufs que j'aime pas du tout. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose à savoir, c'est si vous achetez un œuf de yoni, le vendeur doit pouvoir vous dire d'où il vient et comment il a été extrait. Voilà. Pour moi, c'est la base. Qui est des conditions éthiques. Alors, je préfère bien évidemment payer un œuf plus cher, mais qui est extrait dans des conditions éthiques que un œuf de je ne sais pas où je viens. Et c'est quand même une pierre qui est très transformée. Pour avoir cette forme d'œuf bien lisse, etc., c'est très très transformé. Donc, soyez attentifs et posez des questions. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je vais poser des questions et je vais le sentir. Si le vendeur peut me répondre facilement, il vient de là, il a été manipulé comme ça, on est quand même alors sur quelque chose de safe. Si j'ai pas de réponse, je vais aller ailleurs.
Alors personnellement, moi je déconseille les œufs d'Ioni avec le trou pour la ficelle, tout simplement pour des raisons d'hygiène. C'est plus compliqué à nettoyer et moi personnellement, en fait, la ficelle, elle me dérange. Exactement comme une ficelle de tampon, je trouve que ça vient vraiment irriter les bords du vagin et ça m'ennuie. Donc je déconseille et tout simplement parce que pour moi, il n'y a pas d'utilité. On met une ficelle soi-disant pour pouvoir le retirer. Alors quand je vais retirer avec la ficelle, je vais forcer en fait sur mes muscles du vagin et du périnée. Or qu'un œuf inséré, je vais plutôt apprendre les pratiques pour le faire ressortir sans forcer sur mes muscles. Encore une fois, c'est aller avec le corps et pas travailler contre le corps. Dans les références, demander des livres, par exemple, ou des choses. Non, des livres, j'en ai pas. Euh, Ah oui, alors j'ai une initiation, si vous voulez, en ligne sur l'œuvre de Yoni. Et ça, je peux vous mettre un petit code promo comme vous avez suivi la formation ici. J'ai une initiation donc, qui dure 4 semaines pour apprendre tout le fonctionnement périnée, vagin, etc. Et insérer l'œuvre de Yoni correctement. Euh, et après pouvoir voilà, bosser avec. Peut-on réserver notre place pour 2027? Oui, bien sûr. Vous pouvez réserver votre place pour 2027 sans souci. La symbolique d'un ovaire droit douloureux, ça va dépendre de quel moment il est douloureux, ton ovaire, depuis quand, quel est le type de douleur aussi, parce que le type de douleur va nous donner plein d'infos. Donc il faut plus de précision pour décoder ça. Douleur sourde en permanence dans l'ovaire, à tout moment de ton cycle. Du coup, je peux prendre la parole? Ouais, vas-y. Ok. Déjà, merci pour tout ce que tu viens de partager, c'est vraiment génial et je suis en joie de pouvoir te rencontrer. Ça fait des années que j'écoute, enfin des années. Ça doit faire 2 ans que j'écoute tes sons et que je connais par cœur, Oh, et trop bien. qui m'ont beaucoup accompagnée et que je transmets à foison. Euh, donc, ce que je voulais partager, oui, en fait, j'ai une douleur ça fait, normalement, j'ai pas de douleur, et là, ça fait plus d'1 mois et demi que ma douleur est permanente. Ok. Il y a eu un événement au début de ces 1 mois. Ouais, il y a eu plein d'événements. J'étais en plein burn-out au bord du suicide. Euh, voilà, du coup, ouais, voilà. Alors, dans l'ovaire droit, on va aller chercher la relation à l'homme aussi, au masculin, que ce soit le père, le petit ami, le frère, un fils. Que ce soit conflit, déception, non-dit, besoin d'être reconnu, besoin d'être choisi, besoin d'être sécurisé. On peut trouver du déséquilibre aussi entre le faire et l'être. Donc les femmes qui portent trop, qui donnent trop, qui sont dans le contrôle, dans le trop de responsabilités et qui agissent contre elles-mêmes plutôt qu'agir à partir du ventre. On va trouver des créations qui ont été empêchées ou qui ont été forcées. Donc un projet qui n'est pas un désir de créer, mais avec beaucoup de pression, une peur de ne pas être à la hauteur, une obligation d'assurer. Et puis on peut aussi parler de masculin intérieur blessé, c'est-à-dire difficulté à poser des limites, à dire non, l'insécurité face à l'action, la fatigue de devoir se débrouiller seul. On trouve tout ça dans l'ovaire droit. Waouh. Ok, bah oui, oui, c'est tout ce que tu dis, bah, ça me parle à 400%. Il n'y a pas un truc qui diffère, donc bah, je vais pouvoir ouais, mieux me comprendre et me relier à ça, quoi. Merci infiniment pour tout ça. C'est tellement. C'est ouais, cette douleur. Enfin, du coup, moi, je suis là en mode, ah, ça va, c'est rien, mais c'est vrai que c'est délicat. Et ouais, c'est magique. Et tout ça, du coup, on l'apprend dans la formation aussi, c'est ça? Oui, oui, Génial. bien sûr. Bah, ok, moi comme je disais, j'ai déjà 3 formations en cours et justement c'est ça aussi qui m'a généré ouais, voilà. Et du coup là j'ai tellement envie d'embarquer avec toi, ça me fait tellement plaisir, comme je disais en début là, enfin, voilà, de te voir et de pouvoir mieux me relier à ce que tu es. Euh,
mais je vais embarquer, ouais, je pense en 2027. Mais du coup, comment on peut faire pour embarquer en 2027? Est-ce que c'est aussi au mois de janvier? Est-ce que c'est... Ouais, toujours en Ouais, janvier. On a un début de cohorte chaque fois en janvier. Donc, tu nous envoies un petit message et on prend note de la préinscription tout simplement et on recontactera à ce moment-là. ah, super. Super, ok, ouais, parce qu'il n'y a qu'une cohorte par an. Enfin, Ouais. le qu'une, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a une. Ouais, ok, super. Oui, Ok. oui. En tout cas, pour le moment, c'est Et le rythme. Et d'ailleurs, ton overdroit, il te parle d'honorer ton rythme. c'est pour ça que je vais pas sauter là cette année, tu vois. Mais je sens que j'en ai vraiment besoin. Ouais, bon, je suis un peu émue, j'ai un peu les larmes aux yeux là, mais merci en tout cas infiniment. Et ouais, ok, parfait. Je crois que j'ai... Si j'ai d'autres questions, je pense que le groupe WhatsApp va être fermé, j'imagine. Je sais pas si on va le fermer, mais en tout cas, on y sera plus spécifiquement présente Bien régulièrement pour sûr. les questions. Ok. Euh, Après, il reste ouvert de toute façon jusque mercredi. On est là, on répond. Il y a les autres portes qui Hmm. vont s'ouvrir. Donc, voilà, on est encore présente un petit peu. Bah, super. Et par chaque cohorte, on a le nombre limité? Enfin, c'est combien par personne Ouais, pour non, les une cohorte? je limite le nombre parce que sinon, c'est pas agréable pour moi. Bien Ni sûr, ouais. pour mes élèves non plus. Donc, on est en général entre 12 et 15 grand maximum. Ah, génial, Pas super. plus. Ok, bon, bah, parfait. Bon, bah, merci encore infiniment. Ah, bah, il n'y a pas ma caméra. Bah, voilà. Désolée. Pas de souci. Merci infiniment pour ça. Avec plaisir. Alors, je reprends mes questions. Euh, J'ai compris que toute ta formation avait du sens à faire du début à la fin. Hein. Qu'il est possible d'avoir une visio avec toi? Oui, bien sûr. Bien sûr, on peut avoir une visio ensemble, on peut s'appeler au téléphone. Il n'y a pas de problème. Euh, Le lichen vulvaire, ouais, le lichen vulvaire, c'est assez intéressant parce que la vulve, c'est la porte, en fait. Et donc, ça va nous parler d'une atteinte des frontières, en fait, tout simplement. Et quand elle s'enflamme, quand elle se rétracte, quand elle se sclérose, il y a un espace où elle dit, je me sens plus respectée ici. Alors, très souvent, moi, ce que je dis, c'est que ce que la bouche n'a pas dit, les lèvres du bas vont le dire. Et c'est ce qui se manifeste très souvent dans tout ce qui va être périnée, vulve. On peut trouver... Attendez, je bois un coup parce que je suis toute sèche. Du coup qu'on parle de ça, je perds ma voix. On peut trouver une sexualité vécue sans sécurité à certains moments, des espaces de honte, de dégoût, de rejet du féminin. Et puis on va trouver tout ce qui va être symbolique de la colère rentrée. Donc la colère rentrée, ça veut dire que je vais retourner le feu contre moi et ça va créer le lichen qui est une maladie inflammatoire chronique. C'est cette rage contenue en fait. C'est l'injustice vécue dans l'intime et l'impossibilité de dire ou de partir. Donc voilà, la colère, elle n'a pas pu brûler à l'extérieur et donc elle vient brûler à l'intérieur. Alors au niveau initiatique, la vulve, c'est vraiment un espace de souveraineté et donc un espace de oui et de non. Donc il faut explorer ça tout simplement. Hum. Est-ce qu'il y a une lecture spécifique au fait que pendant la périménopause, un ovaire arrête de s'inscrire dans les cycles menstruels et pas l'autre? Alors pas spécifiquement, ça dépend combien de temps avant l'autre il va s'arrêter, mais ça arrive fréquemment. Il y a toujours, enfin, on constate chez les femmes qu'il y a un ovaire qui va continuer un petit peu plus longtemps que l'autre. C'est pas, il n'y a pas une coupure d'un coup des deux ovaires en même temps. Euh, une maladie sexuelle grave comme la syphilis, par exemple, peut-elle laisser des séquelles énergétiques sur l'utérus? Oui, alors pas spécifiquement sur l'utérus, on serait plutôt sur justement vulve-vagin. On va trouver des mémoires cellulaires et des espaces où l'énergie est venue se figer à ce niveau-là. Et je pense que je suis au bout des questions.
Je regarde. Gaëlle me les transmet en même temps. J'en vois plus. Ah, je vois le HPV. Oui. C'est ça? Ouais, ok. Et il y en a une autre encore. Le HPV va toucher le col. Attendez, je prends un peu d'eau. Il va toucher le col de l'utérus. Et le col de l'utérus, autant la vulve, c'est la porte extérieure. Le col de l'utérus, c'est la porte intérieure. C'est-à-dire que c'est le passage entre l'extérieur, le vagin reste une zone d'accueil à l'intérieur qui est plus utérus, création, intimité. Et donc, c'est pas anodin quand on trouve un HPV, ça va être lié au contact, à la relation, à l'intime partagé, une difficulté à dire non, peut-être, à fermer la porte à quelque chose. Je sais pas qui a posé la question, je sais pas si ça te parle. On va parler d'adaptation excessive, oui, ouais, typiquement. Typiquement l'inceste, ouais. On va trouver des mémoires d'inceste là-dedans. Parce qu'on va trouver la honte, le silence, le secret. Voilà. Bah, je vais pas aller plus loin. Ah, il y en a encore deux. Une sexuelle grave, une syphilis. Oui, ça j'ai répondu. Nettoyer l'énergie sexuelle des hommes. Oui, bien sûr. Dans la rencontre sexuelle, il y a évidemment un échange d'énergie et il y a parfois chez certaines femmes cet effet de nettoyer l'énergie sexuelle des hommes et des hommes qui viennent déposer en fait dans nos yonis tout ce qui les habite énergétiquement. Alors comment se protéger en choisissant très bien ses partenaires pour commencer et en mettant de la conscience là-dedans parce que effectivement dans l'échange sexuel, il y a un échange d'énergie qui est assez important. Et c'est important de le conscientiser, de ne pas prendre sur soi des choses qui ne nous appartiennent pas. Alors on donne aussi en partie de l'énergie et dans l'apprentissage de cette circulation énergétique entre l'homme et la femme, on apprend aussi à rendre et puis à partager. Et puis à ce moment-là, pour se protéger, on va pouvoir vraiment apprendre des pratiques pour ne pas prendre de trop et puis pour nettoyer aussi. Encore une fois, l'Ionistime est un outil absolument incroyable pour nettoyer après. Je n'ai pas compris le rapport entre HPV et inceste. C'est dans la symbolique de la maladie. En fait, le HPV vient parler de seuil fracturé et de seuil fracturé dans l'intimité. Et il y a des notions de honte, de silence ou de secret. Et d'ailleurs, on va souvent trouver ces mémoires transgées dans cette maladie-là. Pourrais-tu dire des chlamydia en symbolique? Ça va dépendre de la circonstance et de la gravité du chlamydia. Est-ce qu'il a touché le col de l'utérus? Est-ce qu'il a touché l'utérus? Est-ce qu'il a touché les trompes? On va être lié à la relation, au passage, à la fertilité, au lieu intime. Donc, on va pouvoir trouver une relation qu'on a vécue sans pouvoir dire ou sans pouvoir se dire dans la relation, du silence qui infecte. Donc, on va retrouver là le non-dit, le secret, la culpabilité, la solitude émotionnelle. On peut aussi, le chlamydia, il peut apparaître quand je vis la sexualité, mais pour garder le lien. C'est-à-dire que le corps suit, mais le cœur ou le ventre ne sont pas là. Et donc la femme, en fait, se coupe de ses ressentis pour rester en relation. C'est ce qu'on appelle une sexualité dissociée. J'ai peur de perdre ou j'ai un besoin d'être aimée
tellement fort que ça va se manifester. Et le chlamydia, en fait, c'est une atteinte à la fécondité symbolique. Donc, on peut trouver des peurs inconscientes de créer, la peur d'enfanter, que ce soit un enfant, un projet, une relation, des mémoires de grossesse difficiles, de femmes mortes en couche, d'avortements. Et puis, en fait, toutes ces lignées où finalement, la maternité, soit elle était subie, soit elle était dangereuse, soit elle était interdite. Et c'est une forme d'espace où le corps va dire, ben, en fait, créer, c'est pas sûr. Je suis pas en sécurité quand je crée. Mais ouais, encore une fois, il faut le décoder plus précisément en fonction de l'histoire de la personne et de la maladie. Est-ce que HPV pourrait être lié à la négation de soi? Oui. Oui, bien sûr. Avec plaisir, Nathalie. J'ai vu le sens symbolique, mais j'ai pas vu la fin de la C'est phrase. la vaginose. La vaginose. Tu peux nous donner plus d'infos? 2-3 infos? Parce que la vaginose, c'est pas une infection classique, c'est un déséquilibre de la flore. Donc il y a une perte d'équilibre. Il y a une perte d'équilibre dans l'intime. Il faut voir à quel moment ça se manifeste. Un environnement. Ouais, ok. Après une relation sexuelle. On va trouver un environnement relationnel qui n'est pas juste ou plus juste et un corps qui s'adapte à quelque chose qui ne lui convient pas. C'est-à-dire que l'intime va chercher à faire avec au lieu d'être respecté. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la sexualité, c'est un décalage par rapport à soi. Je vis ma sexualité pour l'autre, sans joie profonde. C'est une forme de sexualité automatique. Et il y a une dévalorisation en fait de l'intime et de la valeur de mon intimité. J'ai vu le lien entre la gorge. Gorge et utérus. Gorge-voix. Ah, gorge-voix. En fait, je sais pas si vous avez déjà vu ces schémas, on les voit parfois sur le net, où vraiment on retrouve les mêmes formes dans le larynx et dans le vagin. Et je dis toujours que le vagin, c'est ce que j'appelle la voix racine. Quand je chante, par exemple, je libère en bas, j'ouvre en bas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait chanter les femmes pour accoucher, parce qu'en fait, quand je chante, quand je vais détendre mes cordes vocales, je vais détendre aussi tout mon vagin, mon périnée. Tout ça est relié. Alors, on le voit au travers du système nerveux, justement. Tout ça est innervé, tout ça est relié. Et donc, tout simplement, une des meilleurs moyens de venir détendre le bas de son corps, de venir détendre sa yoni, c'est de chanter. Et quand on est sur des problématiques de voix, de femmes qui n'arrivent pas à porter leur voix, qui n'arrivent pas à dire qui elles sont, qui n'arrivent pas à dire leur vérité, on va pouvoir travailler directement sur le vagin. Avec grand plaisir. Je suis contente que ça vous passionne, parce que c'est vraiment ma grande passion de parler de tout ça. Alors j'adore avoir des gens qui m'écoutent. Pourtant, dans une sexualité vécue comme épanouissante, le vaginose, cette dernière peut-elle être le signe d'une évacuation d'abus sexuels? Tu peux me réécrire la question? Ouais. Comme ça, je peux la lire en entier. On est sur la vaginose. Ok, donc c'est la même vaginose. Oui. Est-ce que ça peut être la libération d'abus sexuels? Oui, bien sûr. On peut trouver là-dedans des mémoires d'abus. Oh, merci. Bien sûr, bien sûr. On a fait le tour des questions. Trop bien. Ouais. J'essaie de trouver le schéma, larynx. Ouais. J'essaie de trouver les encore. On a fait tout doucement le tour des questions. Alors la suite de notre aventure,
Donc, vous avez vu les 3 jours sur la médecine de l'utérus. Je vous ai parlé des 4 portes. Ici, jusqu'à mercredi, vous avez accès aux 4 portes. Donc, pour chaque porte, il y a 2 pratiques et l'explication de chacune d'entre elles. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. On va ouvrir juste ici après le live ce contenu-là. N'hésitez pas à aller regarder dans la porte qui vous intéresse, qui vous a peut-être le plus parlé, et d'aller encore explorer. Évidemment, on continue de répondre à vos questions. On continue d'être là. Et puis mercredi, pour celles qui veulent, on embarque hein, pour un an de découverte du corps féminin et de tous ses secrets. Et je suis vraiment très très contente de repartir pour cette formation parce qu'elle est incroyable. On vit des choses, on vit des transformations, on apprend beaucoup, mais on se transforme soi-même et je vois vraiment les femmes s'ouvrir et s'épanouir tout au long de cette année qu'on passe ensemble et j'adore les accompagner là-dedans. Donc voilà, voilà. Alors si certaines d'entre vous veulent continuer l'un ou l'autre sujet, la formation courte en œuf de yoni est disponible. J'ai une formation aussi une formation d'accompagnement qui s'appelle Femina Divina qui se fait avec les oracles. Ça, c'est 10 jours de pratique et de tirage d'oracles. C'est aussi sympa aussi, si ça vous a botté. Et puis voilà, on reste dispo. Pour vous, n'hésitez pas à partager encore après ce live. Pour celles qui veulent s'inscrire pour la formation longue, vous pouvez nous contacter en privé, on vous transmet toutes les infos. C'était un plaisir d'animer ce live avec vous. Je vous remercie et je vais vous souhaiter une bonne nuit et une bonne soirée peut-être plutôt. La formation longue, elle est en distanciel à partir de janvier et en présentiel, c'est à Mont-Saint-Guibert en Belgique, dans le Brabant wallon, à partir de septembre. Voilà, voilà. S'il y a encore une autre question, également, on va rester ici encore 5-10 minutes. Ou s'il y avait d'autres choses qui doivent être partagées, on est là. Et oui, et Mathilde est là sur WhatsApp aussi pour répondre à vos questions. Oh, merci Rose, c'est trop gentil. Merci, merci. Et vous avez vu, j'ai une super tache utérus. C'est une de mes élèves qui me l'a offert. Elle est trop, trop belle. Elle est absolument incroyable. Je l'adore. Alors, avec plaisir pour les chants. Les chants, ils ont été créés en séance d'accompagnement. Je dépose, par exemple, c'est ma chanson du Estime. Donc, c'est une chanson qui est venue un jour avec le tambour. J'avais une femme qui faisait l'ionistim et je mettais juste les battements et je lui disais je dépose. Et puis, il y a du chant qui est venu et je lui avais enregistré, mais il y avait 3-4 phrases. Et je lui avais enregistré, elle est repartie avec le petit audio comme un mantra, en fait, pour repartir chez elle et pour continuer le travail. Et j'ai fait ça avec plusieurs clientes et ça faisait vraiment partie de l'accompagnement. Et puis un jour, mes élèves m'ont dit, mais en fait, il faut en faire des chansons. Et je leur ai dit, mais ça ne marchera jamais. Ça ne plaira à personne. Ça ne concerne que mes clientes et c'est trop propre à moi. Et celle qui trace sa voix, notamment, c'est mon histoire. Et c'était vraiment celle que je voulais pas publier. J'avais dit, ben non, ça ne va intéresser personne. Et c'est la chanson qui a eu le plus de succès. Donc c'est assez incroyable comme ces chants-là ont résonné dans le cœur des femmes. Et ben, c'est né de séances individuelles et d'un ionistim vécu par une femme. C'est peut-être pour ça que j'aime tant l'ionistim. Voilà, ça m'inspire beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir que ça accompagne ton chemin. Oui, c'est des champs médecine. Ils sont faits pour bosser, ils sont faits pour venir rencontrer des choses et vous permettre de libérer et de vous sentir plus épanoui. Avec grand plaisir, Sylvia. Merci beaucoup à toi. Oh, merci Julie. Merci. Quand on essaye.
À bientôt, Sylvia. Passe une bonne soirée. Ah, Marie-Laure, je vois que tu as partagé quelque chose, mais je sais pas le voir, moi, parce que je me suis mise sur téléphone parce que sur PC, j'étais toute sombre et j'aimais pas du tout. Alors, j'ai pris la vidéo sur le téléphone et j'ai pas accès à tout. Hmm. Belle soirée, Anne-Marie. Merci pour ta présence. C'est un beau dessin d'utérus. Oh, je sais pas si je l'ai pas. À bientôt, Catherine. Bonne soirée. Bonne soirée, Delphine. Ah, il est magnifique, Marie-Laure. Je sais pas si tu es encore là, mais il est trop beau ton utérus. Mais je trouve que les utérus des femmes sont très très beaux. N'hésitez pas à dessiner le vôtre. C'est un exercice assez incroyable à placer. Coucou Émilie, merci à toi. Gros bisous. Ah ouais, c'est vrai, c'est un trophée. C'est vrai qu'il a une forme de trophée. Oh, attends. Ouais, c'est vrai. Belle suite de soirée, Marie-Laure. Merci à toi. Si vous avez encore la moindre chose qui vous vient, n'hésitez pas, hein. On reste là. On est sur le groupe WhatsApp aussi. Bonne soirée, Evelyne. Merci beaucoup. Merci, Marie-Rose. Bonne soirée. Merci, Nathalie. Bonne soirée à toi aussi. Douce soirée, merci. Oh. Ah, j'ai pas vu ta question, Rachel. Dis-moi. Je sais pas quelle est, si tu sais la retrouver. Attends. Attends, je cherche. Oui, il y a eu beaucoup de partages, il y a eu beaucoup de messages. C'est trop bien. Existe-t-il une formation pour se protéger d'entités qui chercheraient un rapport intime? Ah ben ça, je ne sais pas. J'en ai jamais entendu parler. Je ne saurais pas te dire. Merci, Alexandra. Merci, merci. Non, c'est bon, ça. Julie qui dit que tu as une personnalité tellement solaire que Oh, t'écouter est un soleil à part entière. oh, c'est trop chou. C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions dans les fables qui sont là? Des choses à déposer peut-être? Au revoir, Rachel. Merci pour ta présence. Gros bisous. Alors, est-ce qu'on a encore du monde? 16. Je sais pas s'il y a encore des questions chez les filles qui sont encore là. Et si pas, on va clôturer tout doucement. Merci Pascal, bonne soirée. Et ben, je vous fais un gros bisou si vous êtes encore là et je vous souhaite une bonne soirée à toutes.